Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Jocelyn, journaliste pour Cinéverse et je suis ravi à nouveau de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinespace. Au programme du jour, un format un peu différent pour une émission un peu différente. Après un bref récapitulatif sur l'année passée, donc 2024, pour le secteur du cinéma, nous tenterons d'établir une liste non exhaustive des films de 2024 qui resteront peut-être dans les mémoires. Enfin, quoi de plus logique que de conclure sur nos attentes en 2025, qui approche à grands pas. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Camille et Raphaël. Bon, je vais pas les présenter, ce sont des piliers de l'émission, rédacteur en chef, rédactrice chevronnée qui a vu tous les films de l'année. Coucou à vous. Hello. Salut, salut. Et bah sans plus attendre, lançons notre premier sujet. Donc que dire de l'année 2024? Difficile. Entre procès pour viol, inquiétude du métier vis-à-vis de l'intelligence artificielle, le monde du cinéma, en France en tout cas, a connu 365 jours assez mouvementés. Quelques lumières toutefois, avec le succès au moins au niveau des audiences pour le nouveau diffuseur du Festival de Cannes, et notamment pour les salles de cinéma, avec quelques gros succès populaires à plus ou presque 10 millions d'entrées pour remplir nos sièges rouges. Toi, Raphaël, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué en 2024 dans ta petite année de cinéphilie? Oui, il y a eu pas mal d'événements négatifs. Moi, je vais essayer de garder un petit peu d'espoir. C'est la, la, le- le- la venue miraculeuse de Rassoulov au Festival de Cannes. C'était tout de même un grand moment puisque la légende raconte qu'il a échappé à l'emprisonnement en franchissant les montagnes de l'Iran pour échapper au régime des Mollahs qui voulait l'emprisonner et venir présenter son film à Cannes. Voilà, c'était un miracle supplémentaire de Cannes. Et bon, on parlera de son film plus tard, on peut en penser ce qu'on Certainement. veut, mais déjà le fait que le cinéma triomphe de la politique la plus dictatoriale possible, c'est un beau motif d'espoir pour le cinéma iranien qu'on aime beaucoup et pour le cinéma en général. Donc j'avais envie de vous parler de ça. Eh bah, c'était un beau moment, je n'ai rien à dire là-dessus. Et toi, Camille, qu'est-ce qui t'a marqué en 2024, en tout cas, dans le secteur du monde du cinéma? Bah, ma foi, on est quand même dans un climat mondial assez angoissant et stressant. Donc j'avoue que moi, ça fait quand même plusieurs années que le cinéma et les séries sont un endroit où du coup j'aime me retrouver parce que ça me permet de Oui, voir d'autres choses et de d'oublier un peu l'atmosphère ambiante qui dure depuis bien trop longtemps. Mais sur l'année, bon, moi je trouve qu'elle a été marquée donc par le retour de trois grands papis au cinéma, en la personne de Clint Eastwood avec son Juré numéro 2, de George Miller avec Furiosa et de Coppola donc avec Megalopolis. Bon, il y en a un sur les trois que j'ai pas du tout aimé, mais voilà, c'est quand même trois papis qui sont revenus en force dans les salles obscures, donc c'est très chouette. Et il y a aussi comment dirais-je, un courant vampirique qui a traversé aussi nos salles. Donc là, j'ai noté 4 films quand même de vampires qui sont sortis sur l'année. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais là, du coup, de ce qui me revient, donc il y a le fameux vampire humaniste Cherche suicidaire consentant. c'était Dont super. on reparlera ce soir très certainement. Ah ouais, il y a eu Abigail, dont on ne reparlera peut-être Oh, pas. on C'était pas reparlera super, peut-être pas ça. ce soir, en effet. Il y a aussi En attendant la nuit, donc qui est en plus pareil là pour le coup un autre film francophone avec des vampires, et il y a Nosferatu du coup là qui va sortir. Donc c'est ça, il y a là je sais pas, il y a un petit courant vampire qui a traversé 2024, je trouve. Et bah, comme je disais tout à l'heure, je trouve que la Corse aussi nous en a mis plein les yeux cette année avec Le Royaume et À son image, et également Borgo en sachant que le réalisateur est français, mais donc que ça a été tourné en Corse. Mais je trouve que la Corse, au La Corse niveau, française. voilà, au niveau, ouais, je trouve il y a eu un truc avec les films corses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été très contente de voir ces 3 films et je suis très contente que ces films aient vu le jour cette année, quoi. C'est vrai. T'as réussi à récupérer quelques mouvances
assez rigolote à observer. C'est vrai que les vampires, ils sont un peu sortis de nulle part cette année. Il n'y a pas vraiment de contexte pourquoi les vampires sont de retour. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode parce que dans mon souvenir, même 2023, on a eu aussi un petit peu, on a eu le film avec Nicolas Cage. Renfield. Ouais, exact. Renfield. Et je crois qu'il y en a eu un petit peu aussi d'autres. Mais ouais, je crois que c'est en train de la figure du vampire inspire beaucoup Bah ces ouais, derniers temps. elle a disparu des décennies durant et elle revient finalement maintenant. Pourquoi pas? Bah c'est ça, et bon, par exemple, Vampire Humaniste, en plus, c'est Très très bien. totalement retravaillé et renouvelé le genre du film de Ah oui, vampire. c'est Donc extrêmement c'est moderne. ouais, donc c'est très chouette. Ça, ouais, ça m'a beaucoup plu et comme je t'ai dit, on va certainement en reparler dans la soirée. C'est Moi, il y possible. a un moment qui m'a marqué, c'était le passage de Judith Godrèche aussi au Festival de Cannes, qui était vraiment en fait un moment hors du festival. Alors certes, elle est venue présenter un film, mais j'ai envie de dire que paradoxalement, son film, c'est peut-être l'information la moins importante. C'est sa présence en elle-même a créé quelque chose dans le monde du cinéma et j'espère va réellement rester, qui a été assez indissociable de cette année 2024. Son film, moi aussi d'ailleurs, que je n'ai toujours pas vu. Je sais même pas s'il est sorti en dehors du festival. Je sais pas si vous Il, l'avez vu, vous. il a Non. été projeté, je crois, avant, lors de séances, mais pareil, non, moi, j'ai pas pu le voir encore. Mais de toute façon, je pense qu'en tout cas, ce film n'était qu'un prétexte, mais n'était pas l'information principale. Sa présence, en tout cas, comme symbole, a été quand même assez marquante pour le Festival de Cannes, qui se veut plus politique. Après, bon, la politique au Festival de Cannes, c'est une longue histoire d'amour et de haine. Bon, ça dépend des décennies dans lesquelles on se trouve. Mais en tout cas, cette année me paraissait assez justifiée. En tout cas, a été plutôt bien accueillie par le public et même par moi. Je sais pas comment vous l'avez vécu de votre côté. Après, le palmarès de Cannes, bon, je trouve que là, après avoir vu une partie des films primés, il est un petit peu décevant quand même. Je suis d'accord pour dire que pour moi, il est assez faible également par rapport aux années qu'on avait. Bah, c'est parce que on se demande, bon, c'est un palmarès qui est très à la Greta Gerwig, mais du coup, tu te demandes quand même si les films primés feront vraiment date après, en fait. C'est assez ça. Est-ce que Anora arrivera à faire parler de lui? Est-ce que Sean Baker surtout arrivera à faire parler de lui encore, notamment en France? Enfin, en dehors des cercles cinéphiles, j'entends. Comme certains grands prix, enfin comme certaines Palmes d'Or arrivent à faire. Après, Emilia Pérez a l'air d'avoir été un succès quand même. Il a quand même fait un très gros box-office en France et même pour des publics non initiés aux comédies musicales, parce que c'est pas vendu comme tel, mais du coup il y a des gens qui ont payé pour une comédie musicale sans le savoir. Oui, et moi qui déteste qui ai vraiment du mal avec le genre de la comédie musicale, pour le coup, Emilia Pérez, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, je parle pas de tout, je dis pas que tout ce qui était à Ken était mauvais, mais c'est vrai que dans le palmarès et dans les choix finaux, c'est vrai que il est étonnant en fait ce palmarès. En fait, je Bah, pense qu'on a si on on a des bons films, mais on peut se poser la question sur resteront-ils. Après, c'est Cannes. Hein. Cannes, 95% des films diffusés à Cannes ont disparu de la mémoire collective. Hein. Après, si on parle féminisme pour aller dans la prolongation de Judith Godrèche, Anora, c'est incontestablement un film féministe, beaucoup plus que Barbie de Greta Gerwig, qui sur ce point de vue-là était très très timoré. Mhm. Je suis pas béckérophile comme tu peux l'être, Camille. Moi, en général, je suis pas grand fan des, euh, des films de Sean Baker, mais celui-là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors peut-être que c'est un film de Sean Baker pour ceux qui n'aiment pas le cinéma de Sean Baker. Je blague parce que j'avais aimé Red Rocket, qui là aussi n'est pas le préféré encore une fois des Bakerophiles, mais je l'ai trouvé qu'il était. J'ai pas trouvé que c'était une palme d'or faible, ni une palme d'or très forte. D'ailleurs, il y en a évidemment des plus grandes que celle-ci, mais j'ai trouvé qu'il faisait pas honte au palmarès. Non, non, ça reste un très bon film. Ça, j'ai rien à lui reprocher. J'ai passé un excellent moment dans ce film. Et ça reste potentiellement dans mon top 10 de l'année, qui n'est pas encore établi. Il sera établi probablement à la fin de cette émission. Teaser. Mais Bah après, je ne Moi, sais il est pas s'il dedans. Moi, marquera il est même dans mon top 3. Non. En vrai, je sais pas quel impact, et ça c'est dur à prévoir, et on peut essayer de faire Madame Irma. Je sais pas dans quel impact il va avoir, en tout cas pour le public général en France.
comme a pu l'être, bon après c'est un film français, c'est différent, Anatomie d'une chute, et je prends toujours l'exemple de mon père. Mon père ne va pas au cinéma, mais mon père est allé voir Anatomie d'une chute. Donc à partir de là, pour moi, c'est un succès populaire. Anora, il s'est pas déplacé. Non, bah tu vois, moi qui aime beaucoup Sean Baker, bon, ça m'embête qu'il ait eu la Palme d'Or pour celui-là, parce que oui, pour moi, bah moi, il est clairement pas dans mon top 10, et parce que je trouve que Sean Baker a fait... Mais moi, j'adore Red Rocket aussi, mais tu vois, Red Rocket, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant et intéressant. Sans dire qu'Anora est inintéressant, mais je sais pas, enfin... Ouais, c'est loin d'être mon préféré dans sa filmographie, quoi. Mais moi, il m'a énormément surpris Anora sur un point, c'est la comédie. Je ne savais pas, je n'avais aucune idée à quel point le film pouvait être drôle. C'est vrai. Et j'ai vraiment débarqué dans le film sans rien connaître du film, à part vraiment juste le synopsis qu'on peut lire sur Allociné. Je m'attendais vraiment à une histoire d'amour comique, dramatique, peut-être complètement sous acide. Mais en tout cas, je m'attendais pas à ces 45 minutes, voire 1 heure de comédie burlesque, de situation avec les pieds nickelés. Littéralement, c'est les pieds nickelés. Les pieds nickelés en voyage à Los Angeles. Tu vois. On dirait une comédie à l'italienne, mais version russophile. C'est effectivement on traite de choses graves, comme là, Mais de façon la extrêmement stupide. la marchandisation du corps d'une femme. Et on en parle en sachant en rire aussi. Dans un ton très léger. Et dans un comique de situation, bah, juste très léger jusqu'à sa fin, évidemment. Oui, je suis d'accord. Le film a des sujets très graves. Mais il sait varier les tons, c'est ce que j'ai trouvé assez précieux, parce que c'est pas quelque chose que l'on manipule très facilement au cinéma d'aujourd'hui. C'est les ruptures de ton comme ça doit être maîtrisé. Tout à fait. Et je trouvais que c'était bien maîtrisé. Ouais, ça, en tout cas, ça a marché avec moi également. Est-ce qu'il y a un autre moment qui vous a marqué cette année, ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite, qui est notamment la plus grosse partie, nos films de l'année 2024? C'est peut-être la partie. Allez, on enchaîne. Donc 2024. Chaque année possède son lot de grands films. Alors si bien entendu personne, à part Camille, ne peut se vanter de tout voir en une révolution de notre planète, chaque top ou chaque classement vaut la peine de s'y pencher. Et donc Camille, quel film fera date pour toi en 2024, ou quel avec un S? Du coup, je parle de moi, ceux que j'ai beaucoup aimés, ou ceux que je pense qui resteront... Les deux. Je veux tout savoir, Camille. Tu as vu tous les films qui sont sortis en 2024? Non, j'ai pas vu tous les films. J'en ai vu beaucoup, mais je n'ai pas tout vu. Non, bah pour moi. D'abord pour toi. Je pense que Furiosa fera date, dans le sens où moi je sais que c'est une des séquences qui m'a le plus marqué mentalement et même physiquement cette année, parce que j'étais éreintée quand je suis sortie de la salle. J'avais l'impression d'avoir de l'essence dans la bouche et du sable dans la bouche. Enfin, j'étais là genre waouh. Et enfin, pour moi, ça a été sans doute la plus grosse claque vraiment cinématographique de l'année, dans le sens où je me suis pris des séquences de malades dans la tête pendant, je sais pas, il dure 2 heures, 2 heures et demie, je sais plus. 2 heures et demie, ouais. Et ouais, enfin, c'est un grand film. En plus, c'est ça, c'est vu par des cinéphiles comme des gens qui ont juste envie de se faire une séance popcorn. Enfin voilà, il y a tout le monde, beaucoup de gens. Enfin non, il a pas tant marché que ça en fait. Je crois. Il a un gros flop au box-office, et que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais c'est ça, au niveau vraiment expérience en salle et tout. Bon, moi, c'est une des séquences qui m'a le plus, une des séances, pardon, qui m'a le plus marqué cette année. Mais parce que c'est ça, j'en suis sortie vraiment en plus épuisée. Bon, Dune avec tout le sable, mais je crois que c'est les films avec du sable en fait. Le sable. Bah, ça donne soif et ça fatigue. Mais t'aimes les films de requins pour ça aussi, les films de plage, une vraie cohérence. Mais Dune, parce que oui, Dune, pareil, je sais que je suis sortie en me disant bon, effectivement, j'étais fatiguée aussi, mais bon, très bien Dune, parce que le premier, j'avais été très mitigée, et en fait, j'ai revu le premier avant d'aller voir le 2, et en revoyant le premier, j'étais bon, c'est de la mise en place, mais c'est pas si dégueu, et le 2, vraiment, je l'ai trouvé très bien. Il y a ça, bon, il y a Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, clairement, parce qu'en plus, j'y suis allée. J'adore. Ouais.
J'avais même pas vu la bande-annonce, on m'avait pitché un petit peu le truc et tout, mais donc ça, pareil, absolument génial. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Iron Claw aussi. Tu le mettrais dans ton haut du panier de cette année. Je suis passé complètement à côté de lui. Ouais, ça, il me semblait que Raphaël, lui, était vraiment sauté par-dessus le film sans le regarder. Ah ouais, exactement. Je suis sauté par-dessus le film, par-dessus la troisième corde, quoi. C'est ça. Alors, pas parlé du tout, quoi. J'avais beaucoup aimé The Wrestler de Aronofsky avec Mickey Rourke, mais alors là, oh là là. Alors moi, j'y suis allée pour les mauvaises. C'est quoi, comment ça, les mauvaises raisons? Qu'est-ce que des mauvaises raisons? Bon, j'avais des mauvaises raisons, des bonnes raisons pour moi, mais en fait, je n'y allais pas spécialement pour. Enfin, bon, le catch à la base, c'est pas non plus mon délire, mais en fait, j'y suis allée, bon, à la base pour Jeremy Allen White pour le voir avec sa coupe mulet et en slip. Bien sûr, avec des muscles. Et il y avait aussi cette histoire un peu de fratrie où je sais pas, je me suis dit bon, allons-y, on verra. Mais c'est vrai que bon, c'était ça un peu les deux trucs, c'était la fratrie et bon les slips et les coupes mulets. Et en fait, j'avoue que ça m'a, je sais pas, ça m'a. Après, je l'ai pas revu, mais je sais que quand je l'avais vu en salle, ça m'avait beaucoup chamboulé parce qu'en plus c'est inspiré d'une vraie famille. Je crois qu'il n'y a pas tous les frères qui sont mis dans le film, mais bon, c'est quand même un père qui tue ses enfants, quoi, qui les classe. Enfin, Saturne en slip. Ouais. il y a eu, je sais pas, moi en plus ça a été tout ce côté famille, fratrie et ses frères en plus qui restent ultra soudés alors qu'ils auraient pu vraiment comment dire, devenir ennemis et puis en fait se taper dessus sur le ring et tout, mais non, ils ont quand même cette loyauté et tout qui garde du début à la fin, alors que le père fait concrètement tout pour que il s'embrouille et que ça se passe pas bien. Donc je sais pas, ouais. Après, faudrait sans doute que je le revoie. Enfin, si vous me dites là que c'est un énorme. Ah non, mais alors, moi j'ai relancé, mais je l'ai plutôt apprécié le film. Ah ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment tout un truc sur cette famille qui est quand même hyper malsaine et je sais pas, j'ai trouvé que c'était. Moi j'étais complètement dans hyper le film intéressant. tout du long. Hein. Ouais. Et les coupes mulets, les slips, oui. Ouais, voilà, les coupes mulets, les pectoraux, les slips. Les pectoraux moins que le slip et les mulets, c'est bizarre, mais voilà. Et c'est vrai que Jeremy Allen White était une des raisons, parce que Zac Efron, moi j'en avais pas grand chose à cirer. Mais tu vois, Zac Efron, moi j'en avais rien à cirer, je trouve que dans le film il est très bien. Il est très touchant dans le film. Ouais. Mais par contre, c'est la première fois que je ne reconnaissais pas Zac Efron depuis qu'il ressemble à une poupée Barbie. Ah ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord. Je n'ai pas reconnu le personnage, je n'ai pas reconnu l'acteur. Ouais. Mais il était quand même très touchant. J'ai pas grand chose à le reconnaître. Il s'est encore joué. Ouais. Et je dirais, parce que je vais pas en dire 3000 non plus, mais bon, moi, le film qui m'a sans doute le plus terrassé et où j'ai mis le plus de temps à m'en remettre cette année, c'est Sans jamais nous connaître. Sans jamais nous connaître. Je l'ai pas vu. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ah bah je ne l'ai pas vu. Ah ouais, tu dirais que moi j'ai eu pas mal de retours mi-figue mi-raisin comme on dit. Ah mais je sais pas. Mais enfin là du coup en vous parlant de ça, je me dis qu'effectivement j'étais quand même très sur les films, sur la famille, tout ça, parce que bon, Sans jamais nous connaître, c'est ça aussi, hein, mais. C'était ton année famille. Ouais, et puis ces liens hyper fragiles, et les regrets, les remords, enfin toutes ces choses-là, ces non-dits, donc c'est un truc qui traverse un peu tous ces films-là aussi. Mais je sais que Sans jamais nous connaître, moi, ça m'a fait ah ouais, puis ça m'a fait remonter des choses dont j'avais conscience ou pas. Enfin, je sais pas, c'était très pareil. J'ai pas osé le revoir, mais je sais quand je suis allée le voir, ça m'a retourné quoi. Ok. Voilà. Et bah du coup ça m'intéresse. J'ai très envie de voir ce film quand il sera disponible. C'est un bon film. Ça m'a moins touché que Camille, mais effectivement c'est. Il est disponible sur Canal, merveilleux. Il faut rien en dire parce qu'évidemment l'intérêt principal du film c'est de pas être spoilé, donc il faut y aller avec un minimum d'infos. Oh mais il est sur Canal, je vois cette semaine. Mais c'est de. Il est pas sorti au cinéma, il me semble, Camille. Ah si il si. est sorti au cinéma, mais pas longtemps. C'est ça. Et il est sorti même au festival Chéri Chéri, pas celui-là, mais celui d'avant. Moi je l'ai. Ah ok, moi je l'ai rattrapé parce que je l'avais pas vu au cinéma. Après, il est pas resté 6 mois au cinéma, c'est clair. Non, il est pas resté très longtemps, je crois.
Non, il a pas eu, enfin, il a pas fait un gros public. Ah, mais vraiment, c'est un très beau film sur l'amour et je sais pas. Enfin, ça soigne et ça rend triste et ça rend heureux en même temps. Enfin, c'est très bizarre en fait. Enfin, moi, ça m'a vraiment, j'ai eu un panel d'émotions où vraiment, j'ai peut-être mis autant de temps à m'en remettre parce que je suis sortie hyper contente et enfin, et me dire, bon, bah, je suis heureuse et en même temps super triste. C'est un Ok. mélange des Ouais, deux je très vois le bizarre. sentiment. Ouais. Mais bon, du coup, ouais, tentez. Et toi, Raph, dis-moi, qu'est-ce qui t'a chamboulé cette année à part le retour du papy? J'ai eu quelques coups de cœur et dans tous les papys qu'a cité justement Camille, elle en a oublié un, me semble-t-il, c'est Michael Mann, 82 ans. Putain, Michael Mann, Moi, oui. moi j'ai adoré Ferrari, alors qu'il malheureusement n'est pas sorti beaucoup au cinéma en France. Hein, il est sorti en quelques exceptions, notamment au Festival Lumière, si j'ai pas de bêtises, ou à Lyon en tout cas. À Mais Lyon est sorti, oui, c'est sûr. Mais très, après, il est direct sur Prime Video. ouais. Et alors que c'est un très grand film, en fait, moi, quand je retiens des films, c'est un peu par paquet. Et en fait, il y a eu deux grands films sur le temps cette année, sur le temps qui s'écoule. Et c'est deux films qui ont été très mal reçus par le public, aussi en partie par la presse. Et moi, c'est clairement des films que j'ai beaucoup aimés. Alors, je dis pas que j'ai tous compris, hein, j'ai pas cette prétention-là, mais je les ai vraiment adorés. Donc, Ferrari, comme je viens de vous le dire, qui est la course contre le temps finalement. C'est l'histoire de Enzo Ferrari qui veut aller plus vite que le temps, et finalement, qu'est-ce qu'il y a au bout du temps? C'est la mort, et notamment la mort de son fils qui n'arrive jamais à rattraper. Donc, c'est un grand film, à mon sens, sur le deuil. Donc, j'ai beaucoup aimé ce film-là où la mort rôde à chaque plan. Et un autre grand film sur le temps, c'est Megalopolis. Moi, j'ai Bien adoré sûr. Megalopolis. Je saurais pas vous l'expliquer. Dans les deux, il y a Adam Driver, donc dans Megalopolis, il doit C'est arrêter ton le temps. acteur de l'année. Ça doit être ça. Exactement. Et dans les deux cas, il se bat contre le temps. En fait, et Megalopolis, c'est un film, on ne sait pas s'il est adolescent ou déjà sénile. Et c'est ce que je trouve merveilleux dans ce film, c'est que c'est une espèce de fable où formellement il y a énormément de choses. Coppola, c'est avant tout un formaliste. Et à son âge, c'est quand même incroyable de faire un film comme ça, en fait, où déjà son film sans doute le plus optimiste. Et donc cette espèce d'architecte qui réinvente la cité rêvée. Et c'est une ellipse énorme entre la Rome antique et les États-Unis, puisque vers la fin du film, il y a quand même Make Rome Great Again Oui. porté par les néo-nazis de Shia LaBeouf. Donc déjà il y a une ellipse énorme de 2 millénaires entre Rome et les États-Unis, une parabole incroyable. Et formellement, il fait la même chose avec le cinéma, puisque il va chercher des influences avec des montages en iris, des références de films en noir et blanc. On pense beaucoup à Griffiths, notamment. Une photographie qui semble, alors c'est plus une photographie en or, mais qui ressemble au sépia. Bref, il va, euh, il va là aussi faire une immense parabole entre le passé du cinéma et son futur. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'espoir qu'entretient ce film, puisque à la fin du film, il montre qu'il y a une transmission, quoi. Et que ce soit au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau du cinéma. Il dit au début du film, les empires s'écroulent quand les gens cessent de croire en eux, en fait. Et ce qui est valable pour les États-Unis, selon cette phrase, est aussi valable pour le cinéma. Le cinéma continue à vivre tant qu'on continue à croire en lui, en fait. Et je trouve que bon, c'est un film testamentaire qui dit bien ça. Mais je crois qu'il a déjà annoncé un nouveau film. Hein. Ben écoute, tant mieux. Tant mieux. Il sera peut-être moins foutraque que celui-ci, parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau scénario, c'est pas ce qui est le plus intéressant, encore une fois. C'est du formalisme. Même chose pour le Michael Mann, d'ailleurs. À mon sens, ce sont deux films où le scénario est moins important que la forme, la manière dont ils disent les choses. Mais voilà. Et sinon, pour revenir aussi sur l'année très corse de cette année cinéma 2024,
dans une autre famille de films qui sont plutôt des films sur l'image, aussi des films assez formalistes, mais plutôt sur l'image. J'ai beaucoup aimé À son image, évidemment, c'est dans le titre. Cette quête d'une jeune fille, cette quête de cette jeune journaliste, pardon, qui cherche en gros un absolu photographique, une photo qui reflèterait la vérité et qui pour ça affronte finalement la guerre, qu'elle soit sur son sol avec la guerre, on peut dire une guerre civile contre le colonialisme français, selon les termes du film, et la guerre évidemment en Yougoslavie où elle se rend. Et là, pour le coup, c'est un film extrêmement pessimiste, mais qui reflète bien, je trouve, ce sentiment d'absolu. Moi, j'ai beaucoup pensé à Blow Up d'Antonioni, en fait, qui avait cette même recherche de l'absolu photographique et qui finalement, on sait que c'est une gageure, on ne la trouve vraiment jamais. On ne trouve pas dans le cinéma une vérité absolue, comme l'a bien dit Camille, on trouve un échappatoire, une manière de mieux se connaître et de mieux peut-être mieux percevoir le monde, peut-être pas le comprendre, mais mieux le percevoir. Mais en tout cas, voilà, cette absolue vérité, je trouve que De Peretti, qui est un réalisateur que je trouve merveilleux, l'a bien reflété dans ce film-là. Un peu dans la même chose, mais avec des moyens très différents. La zone d'intérêt, évidemment, moi, c'était ma claque de l'année. En effet, je l'avais noté dans mon top également. Je sais là, pas encore où le mettre, mais il va y être quelque part. Comment moi, montrer l'horreur sans vraiment la du montrer. coup, T'es passé à côté, toi. Bah, j'ai bien aimé, mais en fait, très rapidement, on a fait le tour du truc et ouais, enfin, moi, je me suis un petit peu ennuyée quand même. Ok. Alors que vraiment, le concept et tout est vachement bien, mais ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une action incroyable dans le film qui a l'air assez statique au niveau sonore. En fait, le film, si tu fermes les yeux et que tu entends les cris, que tu entends les bruits, quand tu entends les cheminées, tu imagines en fait. Et c'est un film incroyable de point de vue sonore. Et toute l'action est dans le son en fait. Parce qu'évidemment, c'est tout le miracle du film. C'est comment montrer l'horreur sans la montrer. C'est la prolongation de ce qu'avait fait Lanzmann. Voilà, de Nuit et brouillard, de Shoah. C'est montrer. Voilà, on ne peut pas montrer cet holocauste. Donc, on cherche des moyens cinématographiques de le faire. Et moi, j'ai trouvé que le mixage sonore était incroyable, quoi. C'était un film d'horreur sonore, un film d'horreur tout court, mais un film d'horreur sonore particulièrement où il se passait énormément de choses dans le son. Moi, j'ai commencé dans la salle, donc j'étais au Max Linder. Il y avait beaucoup de bruit, notamment beaucoup de jeunes gens. C'est très bien que les jeunes, je parle comme un vieux, ok boomer, mais c'est très bien que les jeunes s'intéressent à ce genre de film. Je peux vous dire que très rapidement, il n'y avait plus un bruit et on entendait juste le bruit des cheminées en fond sonore. C'était assez glaçant. Donc je me souviendrai très longtemps de cette séance. Et enfin, dernier point, comme ça je monopolise pas trop la parole, c'est un film sur lequel on n'aurait jamais dû avoir les images. C'est Les Graines du figuier sauvage. Qui est pas un film, si on regarde d'un point de vue premier degré, qui est absolument passionnant, l'histoire. Je pense qu'il y a des films iraniens bien meilleurs que ça. Mais d'un point de vue méta-discursif, c'est un film qui est passionnant parce que c'est un film où on sent en permanence l'urgence de tourner. On sent que Rassoulov, pour tourner, il n'avait pas le droit de tourner, bien entendu. Donc, il a à chaque fois la police aux fesses. Donc, il est obligé d'aller tourner en catimini dans des endroits où il y a personne. Le final, notamment, est un endroit complètement isolé, lunaire. Il a fait aussi forcément beaucoup en intérieur. Mais c'est un film qui est chassé, en fait, et c'est pas l'image manquante pour citer un documentaire, c'est l'image interdite. Et donc, bon, voilà. C'est pour moi un grand film de l'année pour ce qu'il représente globalement, avec en point d'orgue, comme je le disais au début, son passage à Cannes. Je suis d'accord. Oui, je suis assez d'accord avec toi globalement sur toute la ligne. Bon, du coup, moi de mon côté, alors la zone d'intérêt, évidemment, je vais faire quelques répétitions. Vampire Humani, chercher aussi d'air consentant, que je ne sais toujours pas où mettre probablement dans mon top 3, mais il ira clairement gratter le haut du classement. Ouais, c'est un très chouette petit film. C'est ça. Petit film, c'est un peu, je devrais pas dire petit parce ouais, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, un petit budget. C'est ça.
Il y a un film que vous n'avez pas cité, que moi j'ai adoré cette année, qui est All We Imagine as Light, qui est sorti. Oh, je sais même plus quand il est sorti. Qui m'a beaucoup touché. Vraiment. Alors, je sais. Alors, pourquoi ce film est une production française, je ne saurais pas vous le dire, car on ne le sent absolument pas, mais c'est le cas. C'est une production française qui dépeint quand même un portrait assez, comment dire, assez fascinant sur la société indienne, que je connais très peu, hein, on va pas se mentir. J'ai assez peu de contacts en Inde pour connaître très bien comment fonctionne le système de caste, la place de la femme en Inde. Et là-dessus, à ce niveau-là, en tout cas, moi, ça m'a intéressé, ça m'a passionné. Je crois que ça a gagné un prix à Cannes, peut-être le Grand Prix. Ouais, le Grand Prix. C'est ça. Et voilà, le film m'a beaucoup touché. Je suis pas sûr de m'en souvenir dans 6 mois, mais toutefois, je pense qu'il a pris une part importante cette année. Est-ce qu'il vivra? Ça, je peux pas le garantir. Et c'est là-dessus que je ne parierai pas. Margot a fait une très jolie critique dessus Tout à sur fait. cineverse.fr. Alors, avant de repartir sur mes films. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire en film indien aussi sur la place de la femme. Enfin, moi, j'ai trouvé que Santosh était plus intéressant. Ok, je l'ai pas vu. Ah bah, bon, bah, regarde-le. Santosh. Ouais. Ah oui, je vois, c'est bon. Avec une enquête et tout, et c'est une nana qui est Oui, policière, okay. qui devient policière. Et enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus intéressant. J'avoue que l'autre, moi, pareil, c'est joli, hein, mais je me suis assez vite emmerdée aussi, quoi. Alors que le casting est enfin, je sais pas, c'est un film qui est sympa, mais ouais. J'ai pas vu Santosh, mais dans les images et dans ce qu'on m'a raconté, je vais pas me prononcer dessus, mais en tout cas sur All We Imagine as Light, j'ai plus l'impression de suivre une femme dans le quotidien de ce que c'est qu'être une femme, pas dans le travail, mais dans la vie de foyer, et dans le fait d'être également une femme célibataire en Inde. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah dans Santosh, il est question. C'est peut-être le cas dans Santosh. Ouais, il est question de ça aussi. Et justement, elle, en tant que flic, femme, enfin, tu vois, elle se retrouve aussi confrontée aux hommes et aux gens. Enfin, oui. Ouais, en plus, dans un métier très viril dans l'imaginaire. Ouais. Non, et puis là, c'est des meurtres de femmes en plus, donc enfin, dans toute cette société-là, enfin, regarde-le en vrai si t'as. Ouais. Ouais. Ça roule. Donc, je vais dire, avant de continuer sur les films 2024, je voulais quand même faire un petit brief sur le meilleur film que j'ai vu en 2024, mais qui ne date pas de 2024. Du Cobus 5. Du Cobus 5, bien entendu. Comment? Non, c'était le Napoléon, comment on appelle ça? La nouvelle version du Napoléon d'Abel Gance qui est sorti en salle l'été dernier. Ah, je croyais de Ridley Scott. J'allais dire, t'es le seul à aimer, jamais de la vie. Pourquoi pas? Le Napoléon vu par Abel Gance, alors qui est sorti en 1927, donc ça fait presque 100 ans, mais par contre qui a eu le droit à une réédition et à un remontage intégral, et donc une ressortie salle l'été dernier d'une durée de 7 heures et des poussières. Franchement, il fallait se le farcir, et je l'ai vu en salle. J'avais extrêmement mal aux fesses à la fin de la journée, parce que 7 heures assis, c'est compliqué. Mais par contre, je le considère comme un film de 2024 parce que c'est une restauration intégrale. C'est-à-dire que ce n'est pas la version qu'a voulu Abel Gance, ce n'est pas la version qui est sortie 10 ans après la mort d'Abel Gance dans les années 30 ou 40. C'est une nouvelle version qui a été remontée avec des images pas utilisées, qui a été recolorisée, qui a été resonorisée. L'intégralité de la musique, donc 7 heures de musique d'affilée, parce que c'est un film muet, a été recomposé, a été réenregistré par l'Orchestre Philharmonique de Paris. Et je vais pas vous spoiler si vous ne l'avez jamais vu. La dernière partie meurt à du la film. fin. Non, même pas. Même pas. Gagne Waterloo, incroyable. Non, je l'ai pas vu, ça raconte pas toute la vie, ça s'arrête avant. Mais par contre, utilise une technique qui est assez particulière. Voilà, je vous conseille, franchement, vous n'avez sûrement jamais vu quelque chose comme ça dans votre vie, et ça vaut le détour. Par contre, peut-être si vous le regardez chez vous, découpez-le en 4-5 épisodes. C'est vrai que 7 heures d'affilée sur le canapé. Ouais. On peut le revoir, je crois qu'on peut le revoir encore sur Arte. Pas sur Arte, il est sur France Télé. Sur France Télé, pardon. Ah, cool. Est-ce que tu l'as vu sur actuellement, il est gratuit. Pardon? Est-ce que tu as vu sur 3 écrans en même temps? Parce que Abel Gance, lui, il avait prévu qu'on puisse le voir. Voilà, c'est ce que j'ai pas voulu dire, mais c'est ça. Ah, pardon. Non, mais on peut le dire. Abel Gance l'a prévu. En tout cas, la fin de son film sur
pour être diffusé sur 3 écrans en même temps. Alors moi non, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de salle de cinéma avec 3 Donc écrans. Christopher Nolan n'avait pas inventé ça. Non, il l'a pas inventé. Mais aujourd'hui à Paris, on n'a pas de salle de cinéma avec 3 écrans, donc j'ai vu 3 écrans sur un seul. C'était déjà impressionnant. J'imagine même pas ce que c'était à l'époque sur 3 écrans. Et donc devant votre télé, vous n'aurez pas 3 écrans. Mais en tout cas, voilà, il est sorti en salle il y a 6 mois, donc comme film d'il y a un siècle, mais c'est un film quand même très moderne du coup, parce que le montage est très moderne. Vraiment intemporel en fait. Et il est complètement intemporel, et il est sorti il y a quelques semaines, pendant toute la nuit sur France 2. Genre ils ont pris toute la nuit, ils ont diffusé le film, et donc maintenant actuellement il est diffusé sur France Télé, la plateforme, vous pouvez vous le mater, vous pouvez vous le scinder en 4, 5, 6 épisodes, franchement, prenez votre temps, c'est un plaisir dont vos yeux vous remercieront parce que c'est extraordinaire. Ok. Voilà, je pense que c'est le plus grand film que j'ai vu cette année, mais c'est pas un film de cette année, mais à la fois c'est un film de cette année. Voilà, c'était assez particulier comme conseil. Changement d'ambiance, il y a un film qui m'a surpris cette année, alors probablement sans devenir un de mes films préférés, c'est Le Comte de Monte Cristo. Oui, mais c'était bien. J'ai écrit un papier dessus, si vous voulez aller lire sur cinéverse.fr, bien entendu. Je n'attendais rien du Comte de Monte Cristo parce que j'avais dans ma tête les Trois Mousquetaires qui avait été adapté par Pathé, et je me suis dit, oh, attends, Pathé qui adapte à nouveau un grand classique de la littérature française, ils vont nous pondre le même ennui. Ouais. Mais que nenni, ils ont réussi à level up et déjà à nous proposer un film pas coupé en 2 parties, c'est très bien, et à nous proposer un film qui tient la route, qui est, alors bien sûr fait des coupes énormes par rapport au livre, mais c'est pas grave parce qu'il fait des coupes intelligentes, et surtout ça reste dynamique, l'acteur principal est convaincant, on voyage, on se divertit, on voit des belles scènes de combat, et on a en plus le récit qui, comme il n'est pas charcuté n'importe comment, raconte vraiment une superbe histoire de vengeance. C'est clair, voilà. Il y a un très beau travail sur la parole et sur la diction. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice, mais enfin. Oui, bien sûr, pardon. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle surprise de cette année parce que j'étais le premier à lui cracher dessus avant qu'il sorte. Ça prouve que tu es un bon journaliste qui sait rester objectif. Ouais. Et quand je l'ai découvert, au Publicis, j'étais le premier en sortant de la salle à dire ils m'ont eu, bravo. Bah, c'est un bon divertissement et puis qui fait pas de cheap en fait. Enfin, et vraiment, il fait pas de cheap du tout, franchement. Quand il est enfermé et tout, il y a un côté à moitié court-métrage dans le film. Enfin, ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est bien foutu. Hein. Franchement, c'est très très bien foutu. C'est un beau rôle, c'est un beau film monté par un duo. En plus, je crois qu'ils sont 2 à la réal. Donc j'ai la Patelière et je sais plus comment il s'appelle. Ouais, de la Porte et de la Patelière. Donc voilà, bravo à eux. Je vais vite enchaîner sur mes recommandations parce qu'on est en train de traîner, mais parce c'est toujours passionnant de discuter avec vous. Un film que j'ai déjà vu cette année, mais qui va sortir l'année prochaine, donc en janvier, donc c'est presque pareil. Allez voir Memoir of a Snail, Mémoire d'un escargot, qui est génial. Je crois qu'il y a une critique sur Cinéverse également par Antoine, il me semble. Elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir. Oh, je vous ai spoilé. Il y a une critique d'Antoine qui va sortir sur Mémoire d'un escargot. Allez-y. Donc là, j'ai un peu anticipé sur ma dernière partie. Je voulais faire un big up évidemment à Riddle of Fire que j'ai surkiffé. Que beaucoup de gens ont déjà oublié, mais que j'ai trouvé extraordinaire. Le film m'a mis dans une sorte de trip aux acides assez extraordinaire, où je me suis laissé porter par la musique, par l'avancée des trois gamins et par leur quête complètement fantastique en fait, où ils rencontrent des sorcières, ils rencontrent des trolls, mais sans rencontrer des sorcières et des trolls. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un peu les Goonies, ambiance années 80. Ouais. Il y a un côté Goonies, mais en moins comédie. C'est moins drôle, c'est moins loufoque que les Goonies. Ouais, j'ai adoré la photo. Il y a une patine. La photo est extraordinaire, et moi c'est la musique. Je l'écoute toujours dans le métro aujourd'hui, la musique de Riddle of Fire. Ambiance conte irlandais. Ouais, c'est ça. Il y a un côté forêt irlandaise, il y a un côté forêt magique. Enfin, ça m'a complètement attrapé, et je pense que facilement il va rentrer dans le top 10 parce que je sais pas, j'ai aimé la propale et j'ai très envie de voir les prochains films. Bah, dans ce côté un petit peu enchanteur, ça me fait penser du coup à comment il s'appelle ce film américain là, The Sweet East, qui était un peu, comment il s'appelait,
Un peu un genre d'Alice au Pays des Merveilles complètement désabusé, là, qui est sorti Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas vu. De Je Sean pourrais pas te Price dire. Williams. Tout à fait. Pareil, avec un grain un peu particulier comme ça, il y a des guests complètement incongrus dedans. Et donc c'est portrait, pareil, un petit peu désabusé des États-Unis. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ce film-là, du coup. Ah, mais complètement. Riddle of Fire, il y a ce côté des États-Unis oubliés, de ces États-Unis abandonnés qui vivent dans leur coin. Ces 3 gamins qui ont vraiment 5, 8 et 12 ans et qui toute la journée sont indépendants parce que la mère est malade et du coup ils sortent, ils vont faire des... Enfin, moi à 5 ans, ma mère elle me laissait pas prendre le vélo pour aller faire des courses à côté. Et puis c'est des mini-bikers, attends, ils ont même pas des vélos, ils ont des petites motos. Non, pardon, ils ont même pas des vélos, ils ont tous les 3 des motos. Attends. Pardon. Et l'affiche était très cool aussi. L'affiche est très cool et j'ai très envie de me la procurer, c'est vrai. Bon, ça, tu demandes. Je vais aller. Avant de l'acheter, je vais aller fouiller dans mes contacts à Paris. Tu demandes à la paix. On va demander. Ouais, exactement. Exactement. Mais non, voilà, ça c'est un film qui m'a beaucoup marqué cette année également. Et bon, je crois qu'on a déjà parlé. Je sais plus si c'était en off. City of Darkness. Non, c'était en off, on n'en a pas parlé. En off, voilà. City of Darkness, qui est probablement la plus grosse claque de film d'action que j'ai pris cette année. Ouais, je suis d'accord. Parce que ses chorégraphies sont magnifiques. Après, le film est complètement abusé, mais on lui demande aucun réalisme. Hein. Non, mais c'est poisseux et tout. Ils ont à peu près 45 codes cassés, ce qui est déjà plus que le nombre de codes qu'on a, et ils se relèvent encore et encore et encore, et ils continuent à se battre. Mais bon, ça c'est le plaisir des bastons d'Hong Kong. Mais c'est poisseux, c'est beau. Mais comme on disait en off avec Raphaël, ça aurait pu mériter d'approfondir les personnages qui vivent dans ce quartier et qui juste gravitent autour des personnages principaux. Mais bon, ça aurait presque mérité une série en fait. Ouais, Kowloon, j'aurais adoré voir un truc vachement naturaliste, genre Plus belle la vie, où on voit le quartier, comment ça s'organise dans cette espèce de cité-forteresse incroyable. Qui sent la poisse, qui sent l'essence, qui sent l'eau croupie. Ouais, exactement. Après, les combats étaient effectivement très bien. Moi, ça m'a fait un peu l'effet de déjà vu avec The Raid et The Raid 2. Je pense que le réalisateur a vu The Raid et adore The Raid. Voilà, mais c'est quand même deux immenses références du film d'action qui ont renouvelé très largement le film d'action dans les années 2000. Donc voilà, c'est une référence honnête et voilà, il le regarde dans les yeux, donc le film est effectivement de qualité. Ok, est-ce que vous avez fait le tour sur vos petits coups de cœur de l'année Alors, si on veut faire un bilan, de mon côté, je trouve que cette année n'est pas la plus riche que j'ai pu vivre dans ma cinéphilie. J'ai du mal actuellement, comme on l'a dit, à composer un top 10, un classement, parce que je sais pas qui mettre où, je sais pas si je le remplis. Enfin, je sais pas. C'est pas une année qui, je pense, va me marquer longtemps. Mais bon, c'est difficile encore une fois de se projeter à ce niveau-là. Ouais, c'est marrant, c'est là où on voit que c'est la beauté du cinéma, c'est une question de goût. C'est que moi j'ai fait très facilement mon toi, t'as fait une grande année cette année et voilà, il y a du Glazer dedans, Dune 2 de Denis Villeneuve aussi, on n'en a pas parlé. Mais on l'a évoqué tout à l'heure, mais sans rentrer dans le détail. C'est un film extraordinaire. J'ai du Man, du Coppola, Juré numéro 2, moi j'ai adoré aussi. Retour d'Eastwood. Juré numéro 2, je me suis pris un retour de karma parce que je me rappelle probablement d'une émission, une des premières de l'année qu'on avait fait avec toi et Yacine, où j'avais dit que Clint Eastwood avait arrêté les grands films il y a un moment. Et voilà, c'est le retour de karma de Clint Eastwood. Et qui m'a juste prouvé le contraire à 80 balais. 95 balais, pardon. Tu l'as provoqué, donc il est revenu effectivement plus en forme. Je l'ai provoqué, et Clint Eastwood à 94 ans est venu me dire si je sais encore faire du cinéma. Et quand j'ai vu ce numéro 2, alors pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très très grand film. Très beau film. Un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur de sa filmo, bien entendu. Non, mais c'est hyper efficace. Franchement. En vrai, oui. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a quelques scènes où j'étais en mode, mais j'ai déjà vu ce film, dis donc. Est-ce que ce ne serait pas 12 hommes en colère? 12 hommes pas très contents. 12 hommes pas très contents. Bon, et puis la dernière scène, pareil, tu fais un peu genre, non, mais bon, c'est pas grave. J'ai adoré la dernière scène. Tout ne marche pas. Elle est incroyable, la dernière scène. Tout ne marche pas, mais le film est quand même très solide. Et en vrai, même les références à 12 hommes en colère, elles sont complètement assumées et elles s'incrusent dans le récit parce qu'il en fait pas des caisses. Oui, et puis il y a quelques scènes, c'est du copier-coller, mais elles sont très rapides. Et puis il retourne le truc, c'est comme
Et il le retourne à la fin. Voilà, il va conclure de la même manière. C'est comme chez Fritz Lang, quoi. Il retourne le truc. C'était quand même bien fait, quoi. Et la scène finale, moi, j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois, bon, désolé pour le petit spoil, mais c'est une femme qui rend la justice chez Clint Eastwood. C'est complètement unique. C'est vrai que c'est rare. Oui, non, pour de la ça, oui. filmographie d'Eastwood, en général, le dernier sauveur des États-Unis, l'individualité, c'est Eastwood lui-même. Et c'est un homme. Eastwood, c'est ça, c'est l'homme blanc américain, le vieil homme blanc américain qui sauve l'Amérique. Non, ça, je suis complètement d'accord. Mais qui sauve la justice, la société, les États-Unis. Et là, pour une fois, c'est une femme. Et ça, c'est incroyable. Alors que moi, tout le long du film, je pensais que ça allait être Nicolas Hoult qui allait sauver d'un grand grand esprit de justice, mais en fait, non. Bon, bref. Ouais, je sais. Non, ça, je suis d'accord pour ça, mais je crois que moi, j'ai senti le final arriver, et du coup, je sais pas, je me disais juste genre, non, il faut que ce soit autre chose. Mais du coup. C'est un peu programmatique, t'as raison. Ouais. C'est vrai, ça. Et c'est quelque chose d'assez standard chez Eastwood. On va pas faire parler que d'Eastwood, mais c'est toujours un peu programmatique, quoi. C'est pas un roi du twist comme Shyamalan. Moi, j'ai adoré. Oh non. Alors après, c'est bien que je le dise à la fin parce que là, il va y avoir bagarre, mais moi, j'ai adoré. Ouais, voilà. Compris sa il a prononcé le mot. Voilà. Drop mic et je vous laisse la parole. Mais c'est vrai que, alors, je suis d'accord pour dire que Trap est le meilleur Shyamalan depuis 20 ans. Mais c'est pas rendre service à Shyamalan non plus que de dire ça. C'était cata. Enfin, la première partie, à la rigueur, oui, mais après, la très vite... La première partie est géniale. Mais la première partie, c'est la bande-annonce. Ouais. Ça a fait la même chose avec Les Guetteurs, en fait, qui est le film de sa fille. Oui. Ouais. Mais ça, c'est non, ça, c'est catastrophique. La première partie, à la rigueur, tu te dis why not, mais après, pareil, c'est pas bon. Donc, en fait, elle a pris après, ça, c'est tout le cinéma des Shyamalan. Oui, voilà. On a un super concept, mais on sait pas du tout où on veut aller. Ce qui est intéressant, ça marchait. Les premières années de sa carrière, ça marchait très bien. Il savait exactement où il allait. Mais depuis le village, bon. Non, vous avez raison, mais ce qui est intéressant dans le film, à mon sens, c'est pas tant ce qui se passe à l'écran, c'est ce qui se passe dans la salle. C'est-à-dire, c'est le retournement d'opinion du spectateur sur cet anti-héros finalement. C'est-à-dire qu'au début, en principe, je ne vais pas faire de généralité, mais on est plutôt pour qu'il s'en sorte dans la première partie. Donc il y a un phénomène d'empathie parce qu'on se dit bon, mais en fait, on a de ça a l'air d'être un serial killer, mais c'est un bon père. Et dans la deuxième partie, par contre, on est un très mauvais père contre lui. Et on se dit, mais même pas si et un très mauvais personnage. C'est Xavier Dupont-Ligonnès. Donc, c'est ça. Et il y a un retournement. Dans le film nous teste, et moi j'aime beaucoup les films qui me testent, et il y a un retournement de l'empathie du spectateur, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et c'est mieux que ça soit dans ce sens-là, parce que Hitchcock disait toujours que pour qu'une course-poursuite marche, il faut avoir de l'empathie pour la personne chez qui est poursuivie. Donc ça marche bien dans la première partie. Dans la deuxième partie, c'est une autre dynamique qui est peut-être moins intéressante, mais que j'ai trouvé bien construite aussi. Bon. Ok, et c'est pas mal de Trap à ce niveau-là, bravo. Et là, on va faire un petit tour rapide du côté de nos attentes en 2025, tout comme la première saison finalement de cette émission, l'année 2024 se termine. Donc, regardons désormais au-delà de ce que l'on voit et on va se pencher sur 2025. Camille, qu'est-ce que tu attends toi en 2025 ? En tout cas, dans ce qui a été annoncé, parce qu'évidemment, il y a sûrement des dingueries qui n'ont pas été annoncées. Côté série, moi j'attends clairement la nouvelle série de Koreeda qui sort sur Netflix début janvier, donc qui s'appelle Asura. Parce que je sais pas, et je crois il a déjà fait une série sur Netflix, mais qui est passée complètement inaperçue, qui s'appelle Dans la cuisine des Meiko, un truc comme ça, qui était un petit bijou. Donc vraiment, ça me dit un truc de fou. Ça, si vous l'avez pas vu, regardez cette série. Elle est sortie il y a peut-être pas cette année, c'était l'année d'avant, peut-être en 2022. C'est Makanai dans la cuisine des Meiko. Ouais, incroyable. Et donc là, il fait une nouvelle série donc qui sort là début janvier. J'ai vu Bird d'André Arnold et allez le voir. Il y a un nouveau. Oui, je valide également. Ah ouais. C'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Wallace et Gromit et qu'il y aurait le retour du pingouin qui m'a fait faire des cauchemars quand j'étais petite, donc je suis carrément OP aussi.
Non, il y a beaucoup de trucs. Voilà, Mais c'est Gromit, la palme de la vengeance. exactement. Donc ça, trop hâte aussi. Il y a The White Lotus, la saison 3. Il y a The Last of Us. Il y a Black Mirror qui reviennent aussi. Ah, c'est vrai? Oh putain, je pensais qu'ils avaient stop. Et niveau film, moi, il y a un premier film que j'attends un peu avec impatience, qui est un film d'Antoine Besse, donc qui avait fait un court-métrage qui s'appelle Le Skate Moderne, qui était allé jusqu'au César. Et en gros, là, il sort son premier long-métrage qui s'appelle Oli. Et donc pareil, un petit peu dans le milieu du skate aussi, tout ça. Et donc moi, j'avoue que ça, c'est une petite attente aussi, parce que vraiment, le skate moderne, j'avais beaucoup aimé. Donc je suis très curieuse de voir ce qu'il va donner sur le format long. Mais voilà, il y a Parthénopée aussi, là, le Sorrentino. Mhm. Et puis il y a plein de choses. Il y a Présence aussi, Oui. The Brutalist. Oh là, t'es trop hype en fait. Ouais, non, il y a Ouais, plein de choses. Ah, mais j'ai déjà... T'es beaucoup trop hype pour cette année. Non, mais j'ai déjà fait une liste des trucs que j'attendais enfin, que j'ai noté déjà les quelques trucs pour 2025. Donc c'est pour ça, De toute façon, tu verras tout en 2025, non? je sais pas. Je sais pas. J'avoue que cette année, elle a été un petit peu vénère, mais bon, c'était à côté aussi parce que j'avais un jury et tout. Là, peut-être que l'an prochain, ce sera un peu plus cool. Enfin, je vais pouvoir plus sans doute m'axer sur les films que j'ai envie de voir. Là, il fallait aussi que j'aille voir plein d'autres choses parce que je devais les Oui, voir. oui, oui, ça, voilà. C'est un Mais impératif. ouais. Mais même, enfin là, ma liste, elle est déjà hyper longue pour 2025 en film et en série. Mais Moi, je vais compléter un peu ta liste parce que la plupart de ce que tu as dit font partie de ma liste également. J'ai déjà conseillé Mémoire d'un escargot qu'il faut absolument aller voir. Mm. Alors, par contre, prenez vos mouchoirs, vous allez pleurer. Mhm. Je suis assez hype du nouveau film de Bong Joon-ho qu'on attend depuis qu'à peu près 3 ans. Ah oui, Mikey 17 ou Mickey 17, Ah je oui. sais pas comment il faudra le prononcer. exact. On l'attendait en 2023, il n'est pas sorti en 2023. On l'attendait en 2024, oh, il n'est pas sorti en 2024. Il devait sortir en janvier 2025. Bon, il sortira visiblement le 16 avril 2025. Donc voilà. Bong Joon-ho, Robert Pattinson, Mikey 17, j'ai extrêmement hâte. En plus casu, Avatar, toujours Avatar en fait. Sûr. Ah, il y a un nouvel Avatar en 2025? Le 17 décembre 2025, Oh, donc à la fin de l'année prochaine, il y a Avatar 3, Fire and Ash qui va sortir. ok. 3 heures? C'est pas annoncé, mais très probablement, tu te doutes. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. 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 Et qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? Il y a un nouveau film de Terrence Malick également qui sort cette année, enfin qui peut-être va sortir cette année, Ah, qui a été prévu pour 2021, qui a été repoussé en 2023, qui derrière a été repoussé en 2024, qui ensuite a été repoussé en 2025 et aujourd'hui n'a toujours pas de date de sortie à part 2025. ah Ça ouais? s'appelle The Way of the Wind, c'est décrit comme un drame péplum. C'est sur la vie de Jésus, en fait. Voilà, c'est vraiment, il fait son Jésus film. Et c'est pressenti pour peut-être sortir à Cannes cette année. C'est possible. En tout cas, ça fait un 4 énorme ans. événement. Ça fait 4 ans qu'il a annoncé en sortie. Mais Ah oui, 4 puis ans qu'il ne sort il y a pas. un gros casting. Enfin, un casting intéressant. Ah oui, il y a Kassovitz aussi. ouais, Ok. mais il sait Ouais. pas si Il y a vraiment de pas chinois. Kassovitz à Ben Kingsley. Voilà, enfin, c'est un peu bizarre. Ok. 3000 heures de rush. Ouais, c'est probablement son projet le plus colossal qu'il ait. Mais bon, en même temps, ça fait 4 ans qu'il est repoussé. Hein. Non, et puis c'est dingue, Malik, il a fait vraiment les montagnes russes quand même, mais là, on y croit toujours en fait. Moi, je sais Donc, avant Une vie cachée, il y a eu quand même un long moment où je me disais, on est en train de partir, je sais pas trop où, mais c'est pas ouf. Et moi, j'avoue qu'Une vie cachée, j'avais beaucoup aimé, mais non, mais je suis curieuse du coup. en fait, c'est ça. Moi, c'est la démesure de ce projet et le fait qu'il soit repoussé 4 fois qui me titille ma curiosité, Ah forcément. bah en fait. ouais, complètement. Bon, après, en plus, je me dis, je te fais la vie de Jésus. Je suis en mode, quoi? Comment ça, tu veux faire la vie de Jésus? Tu sais à quoi tu te confrontes? Voilà, Ah ouais. il sait qu'il va se faire chier dessus, il y va, et moi, je suis en mode, let's go. Je te suis. Ah, mais on ira voir de toute façon. Enfin, Mais Malik, oui, moi, je suis toujours curieuse de toute façon. carrément. Puis ça a l'air, enfin, 3000 heures de rush, comme il disait. Et toi, Raph?
Qu'est-ce que tu attends pour l'année Tu qui m'as un peu arrive? coupé l'herbe sous Bah, le pied parce oui, parce qu'effectivement, que je le savais Mali. que tu allais dire Malik. Eh oui, je suis un vendu de Malik, tout le monde Et le je sait sais de très toute bien. façon. Je crois que c'est vraiment le réalisateur qui m'a fait aimer vraiment le cinéma premier degré. J'ai aimé globalement tous ses films, certains évidemment plus que d'autres. Mais celui-là, c'est évidemment une très grosse attente, comme chacun de ses films, ce qui est pas dans mes habitudes, parce qu'en général, plus j'attends un film, plus je suis déçu. Mais bon, Sauf pour Malik. pour Malik, voilà, je fais une exception. Et ce que je trouve formidable dans son cinéma, sans digresser trop longtemps, c'est que je suis toujours surpris. Ça ressemble toujours, avec ses longs travelling, ses panoramiques, etc., etc., euh, ses voix off, comment dire, pénétrantes, mais c'est jamais la même chose en fait. Et je suis toujours surpris et j'espère bien l'être là aussi. On peut s'attendre peut-être à quelques manifestations comme tous les films sur Jésus, peut-être une manif sur la croisette. Bref, on devrait pas s'ennuyer avec cette sortie-là. Et sinon, pour être un peu original, peut-être le Paul Thomas Anderson, qui me semble-t-il doit sortir l'an prochain, au mois d'août. Ça s'appelait The Battle of Bactan Cross et je crois que ça a encore changé de nom. Toujours une histoire de battle, one battle after another avec DiCaprio. Donc sur le papier, ça a l'air Avec pas mal. DiCaprio. Ouais. Donc sur le papier, ça a l'air pas mal. Là, je vais peut-être me laisser tenter aussi à l'attendre. Bon, on devrait avoir une bonne année, quoi. Ouais, 2025, ça s'annonce déjà pas mal. Hein. Bon, déjà, Camille nous a déjà fait une liste de 45 films, comme ça. Oui, j'allais dire, il y a une série réalisée par, comment il s'appelle, Winterberg, celui qui a fait Festen, Oui. La Chasse, Drunk oui. et tout, qui sort aussi début janvier. Donc ça, Finalement, pareil. j'ai tellement aimé Drunk, je vais y aller sur sa série. Ouais, elle sort en janvier sur Canal, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est parce que j'ai eu le mail tout à l'heure. Du coup, j'ai fait, encore un truc à ajouter à la liste. Ouais, non, c'est vrai alors que là, moi, il je y a suis très plein peu série, mais plein du de coup, choses. ma plus grosse attente série, c'est dans une semaine ou deux, c'est Sévrance saison 2. Bah, Voilà. et puis donne-toi une bonne résolution pour 2025, même sur les mini-séries ou des trucs. Bah, en fait, c'est Enfin, ça. Il y a qu'une série il y a qu'une série par an. Il y a qu'une grosse série que j'arrive à me faire en général. Cette année, ça a été Les Sopranos. Bon, après, il y a toujours Doctor Who. Où je peux mater 25 saisons en 2 semaines parce que j'adore Doctor Who. Mais sinon, il me faut des mini-séries, sinon j'arriverai jamais à me plonger dans le format sériel. ouais. Non, bah, il y en a. Mais même là, Et 2024, il c'est y en vraiment, a ça a qu'il faudrait que marché. tu C'est rattrapes. vraiment, j'avais qu'une saison. J'avais quoi? J'avais 8 épisodes. C'est bon, gagné. Et bon, Non, mais je vais regarder. comme Samuel l'a été. Samuel, c'était un one shot et c'était mon plus gros coup de cœur série avec Les Sopranos, tu vois. Ah ouais, Samuel, vraiment Samuel, incroyable. c'était Ah ouais, extraordinaire. ouais. Mais voilà. Pour nous attendre 2025, ça a l'air pas mal. Hein. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Bah, on a hâte. Bah franchement, c'est ça. On a grave hâte. Et Nos yeux sont prêts. nos yeux sont prêts et nos culs sont prêts Dites-nous à se vos poser tops dans de les salles l'année de cinéma. en commentaire. Dites-nous C'est ça. sur nos réseaux Envoyez-nous les tops sociaux de ce que vous l'année avez aimé cette année. et celui de Cinéverse arrivera dans les prochains jours de toute façon. Et voilà. Globalement, merci d'avoir participé, Raphaël. Merci d'avoir Merci à participé, toi, Camille. Jocelyn. C'est un plaisir. Vous avez été parmi les 2 piliers de cette année et vous avez été sur la dernière émission de l'année, la dernière émission de la saison 1, car l'émission risque de changer tranquillement de format à partir de janvier pour la seconde saison, avec un peu plus de place pour l'actualité et pour nos analyses de l'actualité, en tout cas de ce monde du cinéma qu'on aime et qu'on déteste parfois. Oh yeah. Oh yeah! Et donc c'est tout pour cette émission. N'oubliez pas de suivre Cinévert sur X et sur Instagram, surtout sur Instagram, et d'aller sur notre site internet pour retrouver les dernières critiques. Continuez à regarder des films, prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques temps, pas quelques temps bien sûr, pour la seconde saison de Cinespace avec toujours plus de cinéma, tout simplement, en fait. Bisous, bisous, merci beaucoup d'avoir suivi. C'est de bonnes fêtes. Salut. Au revoir. Salut.